merci vraiment d'être présent pour cet épisode-là de podcast. Puis c'est ça, j'avais super hâte de pouvoir filmer cet épisode-là avec toi. Ben, moi aussi, écoute, j'ai été intrigué par ton invitation. Oui. Puis c'est ça, je voulais qu'on parle en fait de ton histoire parce que t'es non-voyant. Oui. Puis, c'est ça, de tout un peu qu'est-ce que t'as fait, parce que moi, je te l'ai dit tantôt, mais je trouve que t'es vraiment impressionnant. Ben, merci. Puis t'es très résilient, donc je pense que ça va être un bel épisode pour encourager les personnes à se dire comme peu importe si tu le veux, t'es capable d'accomplir qu'est-ce que tu veux. Ben exactement. Tous les épreuves font qu'on grandit en tant que personne. Faut juste savoir comment composer avec celle-ci, puis ensuite on est capable d'aller chercher tout ce qu'on veut accomplir en tant qu'objectif. Faut juste croire en nous, mais aussi avoir les gens autour de nous là, pour nous aider là-dedans. Oui, c'est sûr qu'avoir des proches, une famille, des amis qui t'accompagnent, c'est aidant. C'est super important. Ouais. Puis, ben, si tu veux un petit peu m'expliquer, toi, est-ce que c'est quand t'es né que t'étais non-voyant? Oui, moi dans le fond, je suis né avec cette limitation-là. Okay. Dans le fond, faut comprendre que c'est ma mère qui a le gène de cette limitation-là, mais ce qui est spécial, c'est qu'elle ne l'a pas développé. Okay. Ça, les médecins, même encore en 2024, ne comprennent pas ce processus-là. Et moi, je suis né avec, dans le fond, un glaucome dans les yeux et une microphthalmie bilatérale. Là, je vous expliquerai pas tout le processus que c'est, mais en gros, j'ai 4 grosses pathologies. Okay. Et dans le fond, quand on est rentré dans le bureau du médecin à Sainte-Justine, mon père a demandé c'est grave à combien sur 10? Et le médecin a tout de suite dit ben c'est quand même grave à 8 sur 10. Okay. Donc l'intensité de la limitation était quand même grande. Et ensuite, mon frère qui est né 2 ans après moi a eu la même pathologie. Okay. Et heureusement, ben ma soeur n'a rien. Mais on suppose que c'est une pathologie qui est plus dommageable chez les hommes que chez les femmes. Les femmes. Ok, je comprends. Puis est-ce que quand tu étais dans le ventre là, de ta mère, est-ce qu'il savait que tu allais avoir cette limitation-là? Pas pour moi, parce qu'il ne l'avait pas testé. Okay. Il ne savait pas que c'était une possibilité. Par contre, avant que mon frère vienne au monde, lui, oui, ils l'ont su. Okay. Puis là, ma mère a décidé de le garder quand même, puis parce qu'elle voyait qu'avec moi, ça marchait quand même assez bien. J'avais 2 ans à l'époque. Donc, mais non, quand moi je suis né, il n'en savait rien. On a même été à Rivière-du-Loup avant d'aller à Montréal. Donc, c'est pour te dire à quel point mes parents avaient aucune idée de cette possibilité-là. Ok. Fait que tu sais, dans le fond, quand tu t'es habitué toute ta vie avec cette limitation-là. Là. Oui, exactement. J'ai eu toute ma vie. Puis ça, je pense que c'est plus facile d'ailleurs pour moi, aujourd'hui, à 23 ans, que quelqu'un qui le développe, exemple, à 16 ans ou même plus tard dans sa vie. Parce que tu as vécu toute l'enfance, l'adolescence, le début d'adulte avec la difficulté. Donc, tout le niveau technologique, le niveau adaptation au niveau social, le côté sportif, ben, on l'a développé dès le début. Puis l'acceptation aussi. Faut accepter que tu vis avec une réalité différente. Il y a un processus à travers ça. C'est plus facile de le faire à l'adolescence que plus tard. Oui, je comprends. C'est toi, tu t'es habitué doucement à ça. Exactement, ben oui. Comparativement à une personne, s'il arrive un accident ou pour X raison, il y a une maladie qui perd la vue ou qui perd un sens, je pense que ça peut être quand même... Tu sais, tout est autant difficile, mais je pense que c'est aussi d'accepter que t'as plus quelque chose que t'avais avant, là. Exactement. Je pense que c'est ça le plus dur, probablement, pour ces personnes-là. C'est qu'il y avait une réalité normal entre guillemets là, parce qu'on a tous des difficultés, mais quand ils développent la limitation, leur vie change au complet. Le mode de lecture, l'écriture, la socialisation, les déplacements, puis ça doit pas être facile à accepter. Je l'ai pas vécu, mais j'imagine que la réalité à accepter est vraiment une difficulté supplémentaire. Ouais, c'est certain. Puis toi, tu sais, au primaire, comment ça fonctionnait? Tu sais, est-ce que t'es... Ben, tu sais, je le sais un peu, mais tu sais, si jamais... parce qu'on se connaît, mais des personnes qui nous écoutent qui connaissent un petit peu moins. Tu sais, est-ce que t'avais tout le temps une personne avec toi à l'école? Comment ça fonctionnait? Moi, dans le fond, primaire, parce que j'ai été dans une école régulière, pour les gens qui me connaissent pas, on avait 2 choix. J'aurais pu aller dans une école pour les personnes aveugles à Montréal, l'école Jean Ouellette. Mais mes parents ont décidé de m'envoyer dans une école régulière puis de continuer à vivre ici en région pour la raison que on voulait que j'aie une vie la plus normale possible. Et j'avais une éducatrice avec moi, oui, tout le temps, surtout au début de mon primaire pour les cours, adapter les documents en braille, même m'aider à aller voir les autres aussi. Ça a duré jusqu'à peut-être 4e ou 5e année, jusqu'à ce qu'elle me laisse un petit peu plus de
d'autonomie vu que je vieillissais. Mais oui, j'avais vraiment un suivi personnalisé. Même les profs devaient avec moi avoir un suivi peut-être plus approfondi, des rencontres individuelles. Mais je te dirais que mon primaire a quand même été difficile dans les circonstances. J'avais pas nécessairement des bonnes notes. J'avais pas beaucoup d'amis. Je faisais pas de sport. Je savais pas ce que je voulais faire nécessairement dans la vie encore. Le primaire pour moi a été une épreuve en soi. J'ai même doublé ma 5e année. Fait que tout ce côté-là a été très difficile à accepter pour moi, mais avec l'aide, on a réussi à passer au travers puis à aller au secondaire. Ouais. Fait que t'as pu aller au secondaire, puis encore là au secondaire, t'as été dans une école qui est... mais je veux pas dire normale, là, mais dans le sens qu'une école régulière. Là. Oui, puis le secondaire a été beaucoup plus facile pour moi. J'avais pris beaucoup de maturité après avoir doublé une année. Fait que tu sais, j'étais 1 an plus vieux que dans le fond que le primaire quand on finit habituellement. C'est vrai. Et le secondaire, j'avais pas un intervenant à temps plein avec moi. Juste il m'aidait peut-être à aller à l'autobus, il m'adaptait des documents, mais le côté en classe, j'étais vraiment autonome. Ça, c'était vraiment important pour moi de développer cette autonomie-là. Et au niveau social, j'étais rendu vraiment meilleur. J'étais beaucoup plus capable d'aller voir les autres. Puis j'avais commencé la course à pied à l'époque aussi, en secondaire 1. Alors, tout le côté valorisation était beaucoup plus présent pour moi, ce qui m'a donné plus de motivation dans ma vie personnelle. Ouais, fait que dans le fond, le secondaire, ça t'a aidé à avoir plus confiance aussi en toi, j'imagine, là? Certainement. La confiance, c'est la clé pour moi dans ma vie. Ça n'a pas tout le temps été facile, mais je dirais que la course à pied a été probablement l'élément déclencheur de ma confiance, parce que j'étais bon dans quelque chose pour peut-être la première fois de ma vie, quand j'ai commencé ce sport-là environ en 5e année. Je sentais que j'étais capable de rivaliser contre des gens qui avaient justement pas de limitation. Et ça, c'était vraiment bien, c'était vraiment valorisant. Puis ensuite, j'ai été capable d'amener ça ailleurs, dans mes notes, dans mes relations avec les autres. Et le secondaire a été un excellent processus pour moi à ce niveau-là. Ouais, fait qu'en fait, le fait de te sentir bon dans un domaine, ça t'a donné confiance dans les autres domaines. Totalement. Totalement. Puis par rapport à la course, parce que t'es un très grand sportif, un très grand coureur. T'as commencé en 5e année, tu disais... Ouais, dans le fond, j'avais fait du patinage artistique. On en a même fait ensemble. On en a même fait ensemble. Ben oui, exactement. Et ensuite, je me cherchais un nouveau sport, parce qu'il faut comprendre que le patin, plus on en fait, plus ça devient corsé, hein, dans les pirouettes ou dans certaines choses. Puis c'était rendu beaucoup trop risqué pour moi. Alors, à un moment donné, j'ai reçu une offre du Club Filou à Rivière-du-Loup pour me donner l'aide nécessaire à courir. Mais au début, c'était vraiment un loisir. Il n'y avait pas de but de carrière ou tu sais, il n'y avait pas un but particulier. C'était vraiment trouver un nouveau sport pour le plaisir. Mais rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un talent peut-être supérieur un petit peu à ce qu'on pensait. Puis c'est là qu'on a commencé à le développer, à faire plus commencer à faire des petites compétitions pour voir à quel niveau on pouvait se rendre. Puis l'histoire a commencé comme ça. Ouais, puis c'est un petit peu ton histoire, là, c'est ça, de course, elle a débuté comme ça. Puis, tu sais, mettons les premières fois, est-ce que quelqu'un devait courir avec toi? Est-ce que, ou dès le début, tu pouvais courir? Non, j'ai été longtemps avec quelqu'un à tous les pratiques, souvent, dans les pratiques de groupe surtout. Puis, je pouvais pas courir seul au début. J'avais pas assez la conscience de l'environnement. Je veux dire, on se met dans la peau d'un jeune non-voyant d'11 ans ou 12 ans. On n'a pas la même compréhension de son environnement qu'à 20 ans, 21 ans. Donc, c'est pas la même dynamique aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis capable de courir sans guide. Je suis capable de faire des intervalles, des sprints, même des fois dans la rue, juste avec quelqu'un qui me surveille un peu. Donc, on n'est vraiment pas dans la même réalité que quand j'étais au primaire. Puis avoir un guide à temps plein, c'est pas la même réalité non plus, parce que faut trouver les guides. Les gens peuvent pas tout le temps. Dans les compétitions, il faut les payer. Ils font pas ça bénévolement. Donc, il y a vraiment un côté... c'est une réalité que les gens qui ont pas de limitation n'ont pas à gérer à travers leur carrière. Ouais, exactement. Puis les guides, j'imagine, ils doivent aussi être capables de courir au même niveau que tu cours, là. Ben, ils sont plus forts même. Les guides qu'on a, c'est des gens qui sont... soit qui ont passé proche de faire les Jeux olympiques, soit qui ont fait les championnats canadiens, mais c'est des gens qui ont un niveau très très élevé. Pour l'unique raison qu'on peut pas se permettre d'avoir un guide qui est égal à moi et qui, en plein milieu de la course, décide de « Ah, ben mon Dieu, moi je suis plus capable. » C'est trop, je le délaisse. Ben, probablement je serais disqualifié, donc ça marcherait pas. Alors,
c'est important d'avoir un guide qui est beaucoup plus fort, de très haut niveau, puis qui a la confiance d'être capable de courir toute la course. Ouais. Mais encore une fois, je le répète, c'est pas facile à trouver parce que ces gars-là ont leur propre carrière à gérer. Souvent, ils travaillent à travers aussi. Faut donner de l'argent à ces gens-là pour leur donner envie. Il y en a certains qui le font bénévolement, mais c'est pas la majorité. Ouais. Puis là, avec la course, tu sais, je sais que tu as fait plusieurs compétitions. Tu sais, là, au début, c'est ça, tu as commencé pour le plaisir. Ouais. Puis là, c'est devenu plus professionnel. Fait que si tu veux un peu me parler de ça, puis aussi, c'est quoi les distances que tu faisais? Est-ce que tu faisais des marathons, des sprints? Moi, à l'époque, je faisais les deux. Je faisais des sprints et de la longue distance parce qu'on voulait savoir dans quoi j'étais le plus bon, le plus à l'aise aussi. Mais rapidement, on s'est rendu compte que c'était la longue distance. Le 800 mètres, le 1500 mètres. J'ai fait beaucoup de 5 km aussi. Et tout ça a vraiment commencé quand j'ai été invité à mon premier camp d'équipe Canada paralympique. J'ai été élu le meilleur athlète du camp de développement. Et là, à ce moment-là, on s'est dit, OK, il y a quelque chose à faire avec ça. J'avais 15 ans à l'époque. OK, quand même. Là. Puis là, ensuite, mon coach, il s'est dit, ben, on va le faire participer au championnat canadien. Contre des athlètes de 22-23 ans, puis j'avais seulement 16 ans à l'époque. Alors c'était vraiment c'était une marche quand même assez haute à gérer. Et à cette première compétition-là, j'ai fait 4 records personnels en 2 jours. J'ai gagné 2 médailles de bronze contre des athlètes professionnels. Moi, j'étais junior. Et là, on s'est dit, OK, on peut faire une carrière professionnelle avec ça. Et à 17 ans, j'ai fait ma première compétition internationale parce qu'il y a un circuit. C'est comme les Grands Prix au tennis, c'est comme dans d'autres sports. Et j'ai été le meilleur junior du Grand Prix international en Arizona. 2 médailles d'or, 1 médaille de bronze. Alors ma carrière a vraiment commencé au junior sur des résultats concrets. J'étais peut-être à l'époque, je pense que c'était dans les 5 meilleurs juniors au monde. Quand même, donc, là. Le classement était en ma faveur dans ma catégorie. Puis là, on s'est dit, OK, on démarre cette carrière-là. Puis là, depuis quelques années, on est rendu au niveau professionnel, qui est beaucoup plus dur, soit dit en passant. C'est comme quand on rentre dans la LNH au hockey, c'est comme dans n'importe quel sport. On peut dominer au niveau junior, mais quand on arrive au niveau professionnel, c'est un autre game. C'est vraiment difficile. Donc là, on essaye de naviguer là-dedans. Mais ma carrière junior a été... sincèrement, a été magique. Ça a vraiment été une expérience incroyable. Ben, c'est juste comment t'en parles, j'ai des frissons, là, tu sais, c'est juste vraiment impressionnant. Puis, tu sais, ça demande aussi, j'imagine, beaucoup de pratique, là, tu sais, de quand t'es à la maison, de t'entraîner pour ça, là. Beaucoup de répétitions. Non seulement au niveau, ben évidemment, au niveau du cardio, au niveau de la course, mais également, il y a un côté qu'il faut aller chercher une synchronisation. Parce que moi, je cours avec un cordon. Quand je cours avec le coureur guide, dans le fond, je suis relié à lui. Et la technique de course doit être très bonne. Et ça, il y a un côté que quand on le pratique pas, ben c'est pas évident. Faut vraiment avoir des pratiques en conséquence. Je l'ai utilisé souvent pour la première fois en compétition dans un Grand Prix international aussi, ce qui n'était pas prévu au départ. Mais ça s'est super bien passé au final. Mais il y a eu un côté à s'adapter à ça. Parce qu'au début de ma carrière, c'était pas obligatoire. Le cordon. C'est devenu obligatoire au fil des années. Je vais être honnête, ça m'a pas fait plaisir au début. Mais ça a été une adaptation. Puis pour moi aujourd'hui, même aujourd'hui, c'est pas encore quelque chose qui me fait plaisir ou quelque chose qui est évident. C'est pas qu'est-ce que tu préfères. Non, vraiment pas. Mais il faut vivre avec, ça fait partie des règlements internationaux. Mais il y a un côté avec les règlements au niveau paralympique qui est pas... Il manque de logique dans certains règlements. Mais on n'entrera pas là-dessus. Mais il y a un côté où j'espère que dans l'avenir, il va y avoir des modifications. Puis, est-ce que, tu sais, là, mettons, au niveau paralympique, tu pourrais participer aux Jeux paralympiques, tout ça? Pour l'instant, on est en développement. J'ai fait les qualifications pour les Jeux olympiques de Paris. Ça s'est quand même bien passé, mais on a vu que le niveau est d'un niveau vraiment élevé. Faut comprendre que je suis dans les 20 meilleurs au monde présentement de ma catégorie. Par contre, au niveau paralympique, quand je parle des choses illogiques, ils ont décidé il y a quelques années de mélanger 2 catégories. C'est-à-dire les gens de ma catégorie qui voient un peu et les gens qui voient beaucoup plus que nous. Ils nous ont mis dans la même catégorie et ce qui fait qu'ils prennent seulement les 10 meilleurs au monde dans ma catégorie et dans l'autre. Donc, on a bien beau être dans les 20 meilleurs, mais en réalité, ça suffit pas. Donc,
t'as bien beau être dans les meilleurs au monde de ta catégorie, mais c'est même plus suffisant. Faut être dans les deux meilleurs. Faut être dans les meilleurs au monde dans les deux catégories. Ouais. Donc, l'enjeu a vraiment changé depuis quelques années. Je suis pas d'accord encore là avec cette décision-là. Mais bon, faut comprendre que le champion du monde il y a quelques années était dans ma catégorie. OK, fait que c'est quand même possible, mais oui. c'est moins équitable. Exactement. Mais c'est à nous de nous adapter, puis c'est à nous de trouver des solutions pour arriver à gérer ça, à trouver l'équilibre là-dedans. Mais en tout cas, je te le souhaite vraiment. Puis tu sais, juste simplement de te rendre où est-ce que tu es aujourd'hui en lien avec le sport, c'est vraiment impressionnant. Puis tu sais, j'imagine que ça doit, tu sais, au début tu disais que ça te donnait confiance, mais est-ce que là, d'être encore dans un niveau plus haut, ça a encore plus augmenté ta confiance? De certaine manière, oui. Par contre, il faut comprendre que quand on est rendu à ce niveau-là, on se met beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression pour garder le statut élite au Canada parce que ça vient avec des subventions, ça vient avec des privilèges de compétition. Et ça, c'est très dur à gérer. C'est pas facile à vivre nécessairement tout le temps au quotidien. Et avec les années, oui, la confiance, mais je te dirais qu'il y a eu même un manque de confiance à quelques reprises dans mes compétitions parce que les résultats ne venaient pas. Et de passer, exemple, comme je l'ai parlé tantôt, des 3 meilleurs au monde junior à être dans le top 20, mais être plus capable d'arriver dans les 10 meilleurs, ça peut impacter la confiance. Et ça a joué un peu dans ma tête dans les dernières années. Je te dirais que ça a mieux été là, dans les dernières compétitions, mais ça reste un enjeu qu'il faut travailler avec les préparateurs mentaux, être prêt physiquement, puis il faut être beaucoup plus assidu qu'au niveau junior. Au niveau junior, des fois, le talent, juste au niveau du talent, tu peux te sauver. Quand tu arrives au niveau professionnel, tu dois avoir le talent et tu dois pratiquer. Exactement. Faut une éthique de travail exemplaire. Ce que j'admets, je n'avais pas nécessairement à 20 ans. Donc, il y a eu un équilibre à trouver là-dedans. Aujourd'hui, on commence à le trouver. Mais, donc, la confiance, oui, mais c'est pas tout évident. Ouais. Puis, tu sais, par exemple, est-ce qu'en ce moment, tu continues encore là, à t'entraîner pour ça? Oui, c'est encore le but, ça c'est sûr. Parce que, je veux dire, on fait pas une carrière pour juste être dans les 20 meilleurs puis arrêter là. Je te dirais que je compte continuer jusqu'à Los Angeles 2028, c'est le but. Continuer, dans le fond, faire le processus olympique au complet. Et après 2028, ben là, si on fait pas les jeux, là, il y aura une décision qui sera prise pour la suite de ma carrière parce que je vais avoir 27 ans rendu là. Mais pour l'instant, on se concentre sur Los Angeles. Puis il n'y a rien d'autre qui est important pour moi pour l'instant. Je veux pas me projeter trop à long terme. Je veux rester dans le court terme, rester dans l'équilibre année par année. Ouais, ben c'est vraiment des bons trucs. Tu sais, oui, tu penses à plus tard, mais aussi de dire qu'est-ce que tu sais. C'est quoi ton besoin, puis tu sais pas non plus dans 4 ans, dans 5 ans, ça va être quoi ton besoin, parce qu'on le sait, on évolue. Ben exact. On évolue vraiment rapidement, là. Puis, tu sais, tantôt, tu me parlais aussi que tes proches, c'est vraiment quelque chose qui t'aide. Puis, par rapport à ça, ben, tu sais, moi, je vois beaucoup, là, ton père, mettons, qui fait des posts Facebook, tellement fier de toi. Puis, tu sais, comment que ta famille, il t'aide dans ce processus-là? Ah, ma famille, ils ont joué un rôle clé dans cette carrière-là. J'aurais même pas été proche de faire une carrière internationale sans ma mère, mon père, parce que il y a pas seulement d'investissement au niveau monétaire, il y a l'investissement au niveau du temps, au niveau du voyagement, au niveau, je veux dire, comme j'ai dit, au niveau de la confiance, c'est pas tout le temps facile, au niveau mental, des fois, on a des petites downs, puis mes parents là-dedans, ils ont joué un rôle primordial, je pourrais même dire mes amis en général, là, de soutien. Ça, c'est vraiment important parce qu'un athlète peut pas vivre tout ça seul. On a besoin d'avoir des gens autour de nous pour nous aider. Puis ça n'a même pas rapport avec la limitation. Là, je parle vraiment de la carrière en général. Ben, exactement. Donc, puis on en a beaucoup parlé des athlètes qui se sont rendus aux Olympiques, mais qui ont vécu des dépressions, qui ont vécu des problèmes. Puis ils se sont relevés parce qu'ils ont eu des proches puis le soutien nécessaire. Mais mes parents ont vraiment été extraordinaires là-dessus. Puis pas seulement dans mon sport, je te dirais dans ma vie en général, pour m'amener à aujourd'hui à avoir une vie normale dans mon travail, mais aussi dans mon sport. Ouais, ben c'est vrai, tu sais, moi j'ai toujours trouvé, tu sais, dans le sens que tes parents, ils vous ont pris comme vous étiez, puis on va s'adapter, on va trouver des solutions. C'est ça, on va trouver des solutions, puis je pense que tu sais, ça prouve qu'on peut réussir, puis non, c'est jamais facile. Dans peu importe les expériences qu'on vit, rien n'est facile, tu sais, c'est pas, OK, du jour au lendemain, on réussit tout, mais
en gardant espoir, puis en tout cas, je l'espère que cet épisode-là de podcast va pouvoir donner espoir aux personnes de se dire, avec le temps, avec les efforts, on est capable. Là. Ben exactement, puis moi, c'est tout le temps ça le but, quand je donne des conférences, quand je fais des émissions. Je parle beaucoup aussi avec d'autres personnes qui ont la même réalité que moi, mais qui sont plus jeunes, pour justement les aider à comprendre que il n'y en aura pas de facile, là. Il va y avoir un processus, il va y avoir des épreuves, mais en même temps, je veux pas mettre ça sur le dos nécessairement de la limitation, parce qu'en 2024, tout le monde vit ça. Qu'on ait 40 ans, qu'on ait 16 ans, on a toutes des difficultés, puis au cause de la technologie, au cause des réseaux sociaux, c'est amplifié aujourd'hui. Donc, j'essaie d'amener les gens à comprendre que on va tous vivre des choses plus difficiles, des moments où on va dire « Ok, comment je vais faire pour m'en sortir? » Mais faut croire en nous-mêmes et faut aussi croire que le temps va bien faire les choses. C'est facile à dire comme ça, là, mais c'est quand même ça. Puis les gens autour de nous, c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon entourage. On le dit à tout le monde, ça. Mais l'entourage fait une différence clé dans nous amener à trouver des solutions puis nous ramener vers la bonne direction. Ouais, vraiment. Je pense que c'est clé là, d'avoir des personnes à qui on peut se confier, qui vont être là pour nous encourager. Puis c'est normal des fois d'avoir des moments où on se sent un peu plus down. Tu sais, comme tu as dit, il y a des moments au niveau avec ta course que tu te posais des questions ou que tu étais un petit peu plus découragé vu que tu réussissais pas nécessairement qu'est-ce que tu voulais atteindre. Mais j'imagine que tes proches ils ont pu t'encourager puis te dire ça peut peut-être prendre plus de temps, mais on va le faire ensemble. Là. Oui, puis je veux dire, il y a eu la pandémie, hein. Faut pas oublier que on a été 1 an et demi pratiquement sur pause. Moi, avant la pandémie, sincèrement, j'étais en pleine explosion. Je commençais vraiment à me développer. La pandémie a vraiment stoppé ça. Pas juste pour moi, là, vraiment pour tout le monde qui était dans ce milieu-là. Puis quand j'ai recommencé, il y a eu un processus, il y a eu une adaptation à faire parce que on venait justement de passer 1 an et demi à essayer de se développer, mais on avait plus de compétition, on était dans le flou total. Puis quand j'ai recommencé, ben ça m'a pris du temps à retrouver ma vitesse de croisière. Je pense que ça a été en 2023, là, avant que je retrouve vraiment mon niveau. Alors, je pense que tout ça a impacté aussi, mais mes parents ont vraiment été là pour m'aider à rester patient, rester positif, me ramener aussi à ce que j'ai fait dans le passé. Ça, c'est vraiment important parce que les réalisations restent. Je veux dire, ce que tu as fait dans le passé s'évapore pas demain matin. C'est vrai ça. Ça, les gens doivent comprendre que quand on réalise des bonnes choses, faut que tu le gardes dans ta mémoire. Quand tu vas avoir des moments difficiles, là, c'est ça qui va te permettre de rester raccroché là-dedans. C'est vrai parce que des fois, on est beaucoup dans nos défis, qu'est-ce que je veux atteindre, puis on est beaucoup dans le futur, mais de se dire, hey, regarde tout ce que j'ai réussi à faire. Tu te ramènes, exact. Ouais, puis de te dire, si j'ai réussi ça, ben tu sais, je suis capable de me donner encore. Je pense vraiment que c'est un bon truc. Puis tantôt, tu me parlais aussi de la carrière. Donc là, tu sais, quand tu as terminé ton secondaire, c'est quoi que tu as fait? Ouais, ça, les gens se posent beaucoup la question. Dans le fond, moi, j'ai fait mes sciences humaines au cégep à la Pocatière. J'ai pas été en communication tout de suite parce que j'étais pas prêt à aller en appartement. Tu sais, à 18 ans, une personne non-voyante, il y a un côté autonomie qu'il faut prendre. Puis c'est vraiment un gros step, aller à Québec seul. Donc, j'ai pris 3 ans de transition. Moi, je l'appellerais comme ça. Et ensuite, j'ai été à Québec en appartement avec une coloc que je connaissais très bien. On s'avait connus au cégep. Ça a été facilitant d'ailleurs pour mon adaptation. À Québec, il faut comprendre que je prenais l'autobus de ville seul au début. Je me promenais seul. J'avais vraiment une autonomie que j'avais jamais eue. Ben, c'est vraiment... Tu vois, moi, j'ai été à Québec. Là, ça fait même pas 1 an que je suis revenue. Et j'ai pris une fois l'autobus tout seul et je me suis perdue. Ben, c'est quelque chose prendre le bus à Québec. Puis je l'ai jamais repris parce que, non, ça me faisait tellement peur. Tu sais, j'étais comme, non, l'autobus, c'est trop pour moi, là. Surtout qu'on est, tu sais, des personnes plus de campagne. Oui, clairement. Puis moi, pour raconter une petite anecdote, la première journée que j'ai pris l'autobus à Québec, j'ai pas sorti à la bonne station. La première journée. Puis là, je m'ai dit, oh mon Dieu, ok, l'année va être longue. Puis ça m'est jamais réarrivé. Tu vois, j'ai pris le bus seul jusqu'à temps qu'ils décident de faire des réparations partout. Et qu'ils changent les intersections où on partait. Mais j'étais capable de me déplacer seul. Je me rendais seul à l'école. Et j'ai fait mon cours de radio et communication au CRTQ.
Moi, mon rêve, ça a toujours été de travailler en télé ou en radio. Fait que tu le savais, là, tu sais, quand tu as décidé de faire tes sciences humaines, comme tu as dit, c'était vraiment plus au niveau transition, mais tu savais que tu voulais aller dans la radio ou la télévision. C'est une question de temps. Mais il y avait une adaptation à faire. Ouais. Le début en radio a vraiment été un rêve. A vraiment été bien. J'allais vraiment bien. Puis encore une fois, moi j'en parle souvent des attentes envers moi. Les gens souvent ont des attentes beaucoup moins élevées quand on est non-voyant. Quand je suis arrivé dans le cours de radio, mon directeur m'avait dit on va y aller un pas à la fois, on va y aller doucement avec toi, mais on t'en demandera pas trop. Il m'avait dit ça. Puis ce que j'avais trouvé très valorisant, à notre première rencontre après 2 mois, on avait une rencontre d'évaluation. Je suis rentré dans son bureau, puis je vais toujours me rappeler sa phrase. Il m'avait dit « Les attentes viennent de changer. » Parce que j'étais dans les 3 meilleurs de ma classe en termes de moyenne. J'étais une sorte de révélation. Ils ne s'attendaient pas à ça. Puis à partir de ce moment-là, les attentes ont complètement changé. Les exigences, les profs sont devenus beaucoup plus... comme avec les autres dans le fond. Les profs sont devenus beaucoup plus... Pas intolérant, c'est pas le mot, mais exigeant. Ouais, comme ils devraient être. Ben c'est exactement. Ça, exactement. Ils ont pas, je veux pas dire des passes droits, mais tu sais, ils ont pas... Plus de latitude au début, oui. C'est ça. Puis j'ai fait mon cours, ça a bien été. J'ai même fait un stage à l'hiver 2022-2023, oui, c'est ça. À Boulevard Radio. C'est une des bonnes radios à Québec, là, peut-être dans les 5 meilleures. Le stage, ça s'est super bien passé. Écoute, moi, je me croyais vraiment un pied dans la porte. Quand je suis arrivé, quand j'étais en février. Non, pour vrai, je me croyais là, vraiment, c'est sûr, je vais travailler en radio. Et je raconte souvent ça aux gens parce que c'est là qu'on dit dans la vie, il faut rien prendre pour acquis. En mars 2023, fallait faire des démos. Pour t'expliquer rapidement, là, des démos, c'est une démonstration audio de ce qu'on est capable de faire. Envoyé aux employeurs. Et on a vite réalisé que je ne serais pas capable de faire ça. Parce que la technologie, encore en 2023, ne permettait pas de faire ça, les montages. Et là, à ce moment-là, il y a eu une douche d'eau froide pour moi. Parce que j'ai comme réalisé que ça allait être très compliqué de me démarquer dans ce milieu-là. De me vendre, entre guillemets. Là, je voyais que les autres autour de moi commençaient à avoir des offres d'emploi aussi. Que moi, ça ne venait pas. Ça, je vais pas te le cacher, c'est peut-être un des moments de ma vie les plus durs à accepter. Cette journée-là précise. Puis le dernier mois et demi, parce qu'il restait un mois là, au cours à ce moment-là, ça a été vraiment une épreuve. Là. Ça a été très lourd pour moi. J'ai même raté des journées, pour te donner une idée, parce que... tu sais qu'on parle de processus mental, j'étais plus capable. Ça allait plus, là. Tu sais, je me sentais... Non, puis j'ai fini le cours quand même, là, ça a bien été. Mais je sentais que... Non, ça allait vraiment plus bien. Et après, là, j'ai passé 1 mois à rien faire après le cours. Puis là, je m'ai dit, pourquoi pas la massothérapie? Je voulais faire le cours, j'ai toujours voulu faire ce cours-là dans ma vie, mais là, il est venu beaucoup plus tôt. Que tu pensais. Ouais, vraiment, je pensais le faire dans 10 ans. Fait que là, il est venu là. J'ai fait mon cours à l'école Lettres, à Québec. Fait que t'es resté encore à Québec. Oui, exactement. J'ai fait le massage suédois. Un massage que j'adore d'ailleurs, ça s'est super bien passé. Encore là, il y a eu des adaptations qui ont dû être faites en conséquence. Mais j'ai réussi à passer le cours, puis aujourd'hui, je travaille dans une clinique privée à mon compte. Fait que tu vois, il s'est passé beaucoup de choses depuis le cégep. Dans le fond, c'est ça, c'était un peu ton rêve d'être en radio, en télé, mais tu as réalisé que le domaine était peut-être pas adapté à ta limitation. Là. En fait, je crois que le domaine serait adapté. Ou adaptable, je devrais dire. Mais que je vais faire une déclaration, je sais pas, peut-être qu'elle plaira pas à certaines personnes, mais le milieu de la radio, selon moi, n'est pas assez ouvert présentement pour ça. Je pense pas qu'en termes de diversité, en termes d'ouverture d'esprit, d'accueil, je pense pas qu'on est rendu là dans le monde de la communication. Ce qui est vraiment dommage, on s'entend en 2024. Mais je pense que c'est ça que j'ai réalisé à travers mon cours. Parce qu'on s'entend, à part le fait que je peux pas faire de montage, tout le côté animation, je veux dire, tu me mets dans une émission puis tu me dis, Ben, tu vas être le co-animateur puis t'as pas de mise en onde à faire, je serais capable demain matin de faire ça. Il y aurait aucun problème.
Mais on m'a jamais vraiment donné cette opportunité-là. De faire qu'est-ce que tu pouvais faire, là. Exactement. On m'a jamais appelé en entrevue. J'ai jamais eu d'offre d'emploi. Bon, on comprend le topo. Donc, c'est sûr que ça a été très dur à accepter pour moi. Ouais. Donc, c'est pas tant que c'est pas adaptable. C'est que je pense que les compagnies sont pas nécessairement prêtes à ça. À s'adapter. Exactement. Mais bon, il faut juste une compagnie qui serait prête à le faire. Non, mais tu sais, on sait jamais. Mais je dis que moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ouais, ok, je comprends. Puis comment aussi que, tu sais, tu te dis, ça a été une grosse adaptation, puis de dire, ben je vais peut-être aller en massothérapie, en fin de compte. Mais comment que tu as fait, tu sais, pour réussir à te sentir mieux par rapport à ça ou à passer par-dessus cette épreuve-là? Ça a été très dur. Il y a eu un mois que, écoute, j'étais vraiment dans un état de me remettre de ce cours-là. Parce que, vu pas, même si je me sentais pas bien dans le dernier mois et demi du cours, j'étais encore dedans. J'étais quand même dans l'adrénaline de bon, faut que je passe quand même. Mais quand j'ai tombé à rien, ouf, ça a été compliqué. Là où je m'ai dit qu'il fallait que je me remette vite sur pied, parce que ça m'aurait pas tenté de retourner aux études. Tu peux pas passer un an rien faire puis dire je vais retourner aux études d'un coup, ça marche pas comme ça. Je m'ai dit à un moment donné, il faut absolument que je fasse quelque chose parce que ça marchera pas. Faut que je retente ma chance dans quelque chose. Puis je savais qu'en radio, ça allait pas nécessairement aboutir à quelque chose à court terme. Puis je m'ai dit la massothérapie, c'est un bon moyen d'aller dans un cours, mais en même temps de pas être trop pris. Puis de voir des gens aussi. Parce que je veux pas voir des collègues de travail qui ont une réalité un peu comme moi. Parce qu'en massothérapie, souvent, c'est un domaine qu'on fait après avoir essayé quelque chose. C'est rare que tu vas commencer. En massothérapie. Non, exactement. C'est rare que tu vas commencer avec ce domaine-là dès le début. C'est très rare. Donc, les gens avaient un peu la même réalité. On avait été dans un cours, puis après ça, ils avaient tenté la masso. Ça, j'ai vraiment aimé ça. J'ai eu des collègues de travail exceptionnel. On est encore amis aujourd'hui d'ailleurs avec ces gens-là. Puis ça m'a aidé à accepter ça. Puis comment j'ai fait pour passer au travers, je te dirais que aujourd'hui je l'accepte. Je te dirais pas que c'est totalement digéré encore. Je pense que je le digérerai jamais totalement. Je pense que ça va toujours rester dans le fond de moi-même. Il y a des choses qu'on n'oublie pas dans la vie. Il y a des choses qu'on apprend à vivre avec. On accepte, mais qu'on va jamais digérer complètement. Je pense que c'est le cas de la radio. J'ai appris à vivre avec, j'ai appris à l'accepter parce qu'on n'a pas le choix. Mais il y a encore un goût amer, de cette fin-là. Puis je pense que c'est correct aussi de se dire, ben il y a des choses, c'est ça on va comprendre, on va se dire, OK, je vais m'adapter, mais qu'au fond de toi, on aurait aimé que ça fonctionne. Puis je pense que c'est quand même un sentiment sain de se sentir comme ça, mais que malgré tout, tu as pris le temps, un mois, pour quand même prendre le temps, prendre une pause, puis ça, c'est correct. Là, des fois, on est toujours en train de... Tu termines primaire, tu vas au secondaire, tu vas au cégep, on n'arrête jamais, fait que de pouvoir un petit peu s'asseoir, réfléchir à qu'est-ce qu'on veut, puis là, t'as quand même trouvé quelque chose que t'aimes malgré que ça soit pas la radio, là. Oui, puis je veux dire, ça évolue. La massothérapie, j'aime beaucoup plus ça maintenant qu'il y a un an. Quand j'ai commencé le cours, je le faisais, je dirais pas que je le faisais par dépit, mais c'est quelque chose que je faisais en transition pour moi. C'était pas... j'avais pas nécessairement encore l'idée fixe de faire une carrière en massothérapie. C'était vraiment en attendant que je trouve mieux. Mais au fil du temps que j'ai fait le cours, j'ai réalisé que, j'adore ça finalement. Puis c'est vraiment quelque chose de stable, moins de pression. Faut comprendre qu'en communication, on a énormément de pression. C'est un monde de performance. La massothérapie, c'est pas un monde de performance. C'est un monde de bien-être. On veut aider. Non, mais c'est vrai, on veut aider les gens. On veut être là pour eux. C'est vraiment pas le même métier ou la même réalité de vie. Puis ça, pour moi, ça a été une sorte de thérapie. Parce qu'on avait des cours même de savoir-être. On avait des cours pour parler de notre vie en général, pour nous aider à devenir des meilleurs thérapeutes. Fait que j'ai vraiment pu exprimer comment moi je me sentais par rapport à mon ancien cours. Puis ça m'a aidé vraiment à passer au travers le cours, puis de dire ok, pourquoi pas travailler en massothérapie dans le fond. Puis si un jour il me réarrive une offre en communication, pourquoi pas mixer les deux. Pourquoi pas, je pense pas que je vais abandonner la massothérapie parce un jour. Que c'est quand même aujourd'hui rendu quelque chose que
t'aimes, là. Vraiment, ben c'est ça. Fait que j'abandonnerai pas la massothérapie, je pense pas. Si je retourne en communication un jour, je vais faire un mix des deux. Je vais faire, tu sais, je vais faire un peu, exemple, la communication la semaine, peut-être la massothérapie la fin de semaine, mais j'abandonnerai pas un ou l'autre. Ça, c'est clair que non. Puis, tu sais, je trouve ça beau aussi que tu dis, tu sais, la massothérapie, c'est comme ça aussi qui t'a aidé à traverser cette épreuve-là. Là. Puis, tu sais, veux pas, la communication, c'est vrai que c'est un domaine très, très, très compétitif. Puis, tu sais, tu l'as déjà aussi dans ton sport, là. Ah, ben oui. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, être dans plusieurs de nos sphères de vie avec de la pression, ben, ça fait intense pour notre santé mentale, là. Ouais, puis j'ai toujours été quelqu'un qui était capable de vivre avec cette pression-là, parce que quand on a une limitation, on vit encore plus de pression de réussir, parce que on s'en met nous-mêmes. C'est pas nécessairement les gens qui nous en mettent autour de nous, mais moi, je m'ai toujours mis beaucoup de pression pour avoir la vie comme tout le monde. Je m'en mettais au secondaire, je m'en ai mis au cégep, je m'en ai mis en radio. À un moment donné, comme tu le dis très bien, ton corps peut plus en prendre. Il y a un processus là, que, ok, là, faut que tu te calmes, faut que tu reviennes à la base. Puis sans massothérapie, ça m'a permis de le faire. Ça m'a permis d'être beaucoup plus relax. D'être dans un domaine où, moins de pression. Je dirais pas plus facile de passer les cours, là, mais moins de pression du moment. Ça, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est certain. Puis là, aujourd'hui, c'est ça, tu travailles dans une clinique privée. Tu sais, comment ça fonctionne de travailler là? Est-ce que c'est que tu as ton local? Oui, dans le fond, je loue un local dans la clinique de Jeanne Caron. Oui, ben je vais pouvoir mettre le lien là, de la clinique, puis si des personnes sont intéressées. Oui, exactement. Puis exactement, je loue un bureau, donc les gens ont juste à prendre rendez-vous avec moi et on s'adapte aux plages horaires. Moi, dans le fond, je paye pour le mardi et le jeudi présentement. À long terme, probablement que ça sera revu, là, tout dépendant de, justement des demandes, tout dépendant de certaines choses. Mais, puis en plus, ce qui est très intéressant, c'est que c'est à côté de chez moi. Fait que, tu sais, je peux me rendre seul. J'ai pas besoin d'aide pour me rendre. Je suis capable d'installer mon matériel moi-même. Puis ça, d'ailleurs, ça a été un apprentissage. Faut comprendre que quand t'es non-voyant, ça paraît facile, mais installer tes draps, là, sur la table, c'est pas si évident, là. Le drapage, quand on masse quelqu'un, il y a un drapage en conséquence. Comment me déplacer aussi pendant un massage? Quand on masse une partie de corps, on se déplace pas de la même manière que quand on masse les jambes ou le dos. Il y a un côté où il a fallu que j'apprenne à tout ça. Aujourd'hui, je suis totalement autonome là-dedans. Je suis très à l'aise. Fait que ça, c'est vraiment une réalisation que je suis fier d'avoir fait dans la dernière année. Puis ce que je suis fier aussi, on en a parlé un peu, mais c'est d'avoir comme passé au travers aussi l'épreuve de la communication. Je suis pas resté sur une... Je veux pas dire une défaite, mais une déception. J'ai vite rebondi, j'ai été capable de passer par-dessus ce que je ressentais, puis de passer à autre chose. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, encore aujourd'hui, je suis capable de l'apprécier. Si j'ai réussi à faire. Je trouve ça le fun que tu sois aussi capable de le nommer, que tu es fier de toi. Des fois, c'est pas toujours facile ou on veut toujours plus, mais de se dire, hey, j'ai réussi ça, je suis fière de moi, puis je trouve que, en tout cas, personnellement, c'est peut-être de quoi qu'il faut que je pratique à faire. De me dire que, hey, tu sais, j'ai réussi à faire ça, puis de se féliciter, puis de pas toujours attendre... Que les autres te le disent tout le temps. Ouais, exactement. Ça, en même temps, on s'entend, c'est le fun aussi que les autres te le disent. On s'entend, là. Moi, j'adore ça, moi aussi, quand les autres sont fiers de moi, mais je pense qu'il faut être capable dans la vie d'être fier de nous-mêmes. On s'entend, là, je dis pas de rentrer dans le sur-excès de confiance ou le dire trop souvent, on s'entend là. Mais je pense qu'une fois de temps en temps, être capable de dire, regarde, je suis fier de moi, je suis fier de la réalisation que je viens de faire, puis de réaliser que ce que tu fais, c'est pas rien en réalité. Des fois, on a tendance à sous-estimer. On se dit, ça j'ai ce côté-là, moi, des fois. Les gens me disent, hey, bravo, t'as réussi tel cours, t'as réalisé tel record de course. Puis moi, ma réponse, j'ai tendance à dire, c'est normal. Tu sais, j'ai tendance à dire, écoute, j'ai seulement fait ce que j'avais à faire. Tout le monde aurait fait la même chose, mais c'est de réaliser que finalement peut-être que ce que tu fais c'est quand même spécial aussi en réalité. Ça, faut le réaliser, puis ça aide à continuer parce que t'es fier de toi, mais tu sais aussi que tu joues un impact sur les autres autour de toi, t'es pousse à
à eux-mêmes aller plus loin. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. Ben oui, vraiment. Puis tu sais, t'as dit des fois que t'as l'impression que c'est qu'est-ce que j'avais à faire, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui aurait été capable de faire les démarches tu sais, que toi t'as faites. Puis t'as une très grande tu sais, constance, résilience pour quand même, tu sais, t'as fait sciences humaines, après ça ton cours en radio, après ça pour être massothérapeute, c'est ça. Fait que ça fait quand même beaucoup de cours, là. Ben dans le fond, c'est pas compliqué, c'est 3 diplômes en 3 ans. Quand on regarde ça, non mais c'est ça. Ouais. Puis en plus, je pensais pas être capable, sincèrement, au début, parce que moi, j'ai jamais été un... Les gens qui me connaissent savent, j'ai jamais été un grand fan de l'école, en général. Au secondaire, je vous dis, une minute, t'es correct sans plus. Pour donner une idée, oui, j'ai doublé ma 5e année, mais j'ai même pas passé mon premier tour, hein, pour aller au cégep. Il a fallu que j'augmente mes notes. Alors, moi, l'école, ça a jamais été une facilité, là, incroyable. Mes sciences humaines n'ont pas été faciles, mais on a toujours trouvé le moyen de s'accrocher puis de rester là. Ouais. Pis ça, je pense que c'est le plus important. Pis c'est là, comme on a parlé tantôt, mes proches ont eu un impact là-dedans, de toujours me garder motivé, puis de me garder sur les objectifs à long terme aussi, puis de voir ça à court terme pour regarde, t'es là, ça va quand même bien, t'as encore la possibilité de passer. Ça a été vraiment important pour moi, là. Ouais, ben je trouve que c'est un beau message que tu dis, puis si ça peut tu sais, que ça soit des personnes qui n'ont pas de limitations ou des personnes qui ont certaines limitations, de pouvoir se sentir encouragées, je pense que tu vas, tu fais vraiment la différence, puis tu es aussi à l'aise de parler de tout ça, fait que je pense que ton histoire, ça vaut vraiment la peine d'être entendue, là. Ben merci, puis tu sais, on parlait des conférences, puis d'être à l'aise, j'ai toujours trouvé ça important, la représentation. Ouais. Pas juste pour inspirer les gens qui n'ont pas de limitation, mais comme j'en ai parlé un peu hors caméra, d'aider les gens qui ont une propre limitation. Parce que j'ai passé par là. Ouais. Redonner aux jeunes, je suis encore jeune, on s'entend, là, mais redonner aux gens qui peut-être sont perdus, qui se sentent un peu abandonnés, qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'amis présentement, parce qu'il y a un côté social qu'on n'a pas nécessairement beaucoup parlé, mais il y a un côté social très difficile. Puis ça, les gens qui ont un handicap, on le réalise beaucoup, ça nous frappe. Ça, c'est de leur faire comprendre qu'encore là, il y a des étapes, mais que ça finit par aller mieux si on fait des efforts, si on marche avec un processus. Ça, pour moi, ça a vraiment été quelque chose qui a pris du temps, mais qui, avec les années, devient quand même bien. Mais j'imagine aussi, tu sais, avec ta maturité, puis même la maturité du monde autour de toi, tu sais, des fois, les enfants, ils le réalisent pas trop, puis tu sais, on le sait qu'il y a beaucoup plus, des fois, d'intimidation au primaire qu'il va y avoir au cégep, tu sais, pour peu importe qui tu es. Donc, j'ai l'impression que parfois, quand t'es plus vieux, ben, les personnes, ils vont plus accueillir les différences, puis ils vont plus se sentir à l'aise avec une maturité qu'ils ont de plus qu'au primaire, là. Ouais, ben, moi, je vais te donner un exemple au secondaire. Ça n'a jamais été un gros problème pour moi. J'ai pas eu d'intimidation ou de... C'est sûr que, bon, le fait que je faisais de la course m'aidait, par contre. Ça, c'est certain. Je faisais des activités. J'étais allé à New York en secondaire 5 aussi avec l'école. Oui, j'ai fait on avait fait un voyage à New York. Ben, moi aussi, j'étais allé à New York, mais je sais pas si c'était quand t'étais en secondaire 5. 2019. Hey, je m'en souviens plus. Mais peut-être. Je sais plus, ben peut-être, hein. Ça se peut parce que... On a fait des affaires ensemble qu'on se rappelle plus. Il y a trop de monde, même si on est dans une petite ville, il y a trop de monde. Puis il faut comprendre pour les gens qui nous connaissent, qui savent pas notre réalité, on se connaissait de vue, mais on se tenait pas ensemble non plus. Non, c'est ça. Au secondaire, donc on se connaissait, mais on se rappelle pas si on était ensemble tout le temps, là. Ben c'est ça, tu me dis tantôt qu'en histoire, on était ensemble, puis... Je m'en souvenais même plus, c'est ça. Mais fait que, tu sais, faire des activités puis avoir une gang d'amis fait que tu te feras pas intimider non plus. Et les intimidateurs vont aller vers les gens qui sont vulnérables, tu sais, entre guillemets. Moi, j'étais vraiment quelqu'un au secondaire qui était connu, entre guillemets, là. Tout le monde me connaissait à cause de la course. Fait que, tu sais, j'étais pas quelqu'un qui avait un profil de se faire intimider. Mais oui, les gens étaient plus massés au secondaire, ça c'est sûr. Puis au cégep, ben là, on est rendu ailleurs. Ouais, le monde, ils font plus leur vie. Puis exactement. Puis il faut départager aussi comment je te dirais bien ça, l'ouverture des gens au niveau, exemple, de faire des travails d'équipe avec nous, ou d'avoir une relation amicale ou amoureuse, on pourrait aller plus loin, ou amoureuse. Il y a des étapes aussi, là. Il y a des gens qui sont ouverts en amitié, mais qui seront pas ouverts en relation amoureuse.
il y a différents niveaux d'acceptation, même avec la maturité. Là. Ouais. Puis, tu sais, tout ton cheminement mental que tu fais, est-ce que tu le fais par toi-même ou si tu t'es pas à l'aise d'en parler, pas de stress, là, mais tu sais, tantôt, tu disais que tu avais au niveau sportif des coachs mentaux, mais est-ce que, tu sais, dans ta vie en général, tu fais tout ce cheminement-là tout seul ou tu as des personnes à qui tu peux en parler? J'en parle beaucoup à des gens, mais je suis quand même quelqu'un qui est beaucoup capable de faire de la réintrospection par moi-même. Je suis quelqu'un de très réfléchi. Pour un gars de 23 ans, là, je suis quelqu'un qui pense beaucoup. Je me demande tout le temps comment je peux m'améliorer en tant que personne, en tant qu'être humain. Je suis très large souvent dans mes réflexions. Mais tu sais, souvent, je vais donner un exemple, j'ai eu des relations dans le passé, puis je me dis tout le temps, ok, comment j'aurais pu être meilleur en tant que personne? Comment j'aurais pu faire que la relation perdure? Puis dans mon sport, c'est la même chose. Comment je pourrais faire que je performe mieux en compétition? Donc, je suis quand même quelqu'un qui est très bon pour me repenser à moi-même. Puis je suis pas non plus dans je prends pas beaucoup de choses pour acquis. Je suis quand même capable de dire, ok, comment je peux vraiment être meilleur, puis que la personne elle me trouve encore plus bon, tu sais, dans tout ce que je fais. Mais oui, en sport, on a besoin d'un minimum de préparation mentale. Avec quelqu'un d'autre parce que c'est très complexe cette préparation-là avant une compétition. Mais je te dirais que dans ma vie personnelle, je suis quand même capable de raisonner par moi-même puis d'aller chercher un côté tu sais, de rester humble aussi à travers ce que je vis, mais de rester aussi lucide dans les objectifs puis de comprendre la réalité de vie que j'ai aussi là-dedans. Ouais, mais tu sais, en tout cas, je trouve, tu sais, juste comment que tu parles, je vois que tu es capable d'avoir beaucoup de l'introspection, puis que tu travailles sur toi tout au long, tu sais, pas des activités, mais des défis que tu te donnes. Puis je pense que c'est tellement important. Puis tu sais, moi-même, depuis quand j'ai terminé mon secondaire, j'ai beaucoup travaillé sur moi, puis je pense que, personnellement, c'est comme ça que j'apprends le plus à m'accepter, puis à avoir plus confiance en moi puis à être capable de relever des nouveaux défis. Là. Ouais, puis c'est super important parce qu'on parlait de relations amicales et autres. Les relations, là, si toi en partant, tu t'acceptes pas, ça ira pas bien dans tes relations. Parce que les gens, ils vont pas faire cette job-là à ta place. Les gens, ils peuvent t'accompagner, ils peuvent t'écouter, mais t'accepter en tant que personne puis vivre ce que t'as à vivre, il y a juste toi qui peux faire ça comme processus ou comme étape de vie. Ça, c'est vraiment important. Puis si tu n'acceptes pas ta réalité ou t'es pas bien avec toi-même, dans tes relations, ça va avoir un grand impact. Ça, c'est important de comprendre ça. Les relations vont bien quand t'es capable d'avoir un équilibre, justement, dans ta relation, puis que tu es capable justement de faire une réintrospection de temps en temps. Ok, est-ce que dans telle situation avec la personne je peux être mieux? Est-ce que j'aurais pu y parler différemment? Parce qu'on a des chicanes, on s'entend là, dans la vie. Non, mais dans les relations. C'est normal. Ben oui, puis ça fait partie de la vie. Si on s'entendait toujours bien, peut-être qu'on serait trop conciliant. Fait que tu sais, il y a un côté là-dedans qui est important, mais je pense que de faire une réintrospection une fois de temps en temps, pas tous les jours, parce que ça devient intense. Ça devient exactement. Mais de temps en temps, tout le monde devrait faire ce genre de processus-là pour être capable de s'améliorer en tant que personne. Mais je pense que ça termine bien notre épisode. Je regarde le temps, puis ça fait comme déjà 50 minutes. Ça passe vite. Oui, je sais, tout le monde me dit tout le temps ça, puis moi aussi, je pourrais continuer à parler encore longtemps. Mais là, j'ai un petit cadeau pour toi. Okay. Parce que dans le fond, pour ma saison 4, je réfléchis parce que je suis déjà en train de travailler sur ma saison 5. Okay. Là, j'étais plus certaine de savoir j'étais rendue à quelle saison. Mais c'est la compagnie Poséidon. OK. Oui. J'ai entendu parler dans ton premier épisode. Oui, bon, ben c'est ça. Puis, en fait, là, vu que c'est plus le temps froid et tout, bien, c'est une petite boîte que je te donne de chocolat chaud. Ben, merci. Fait que c'est des bombes, là, normalement, c'est comme des bombes à cocktail, mais ils en font aussi pour autres, des mocktails et tout. Puis, c'est des bombes, sont comme en 3D. Fait que là, c'est un petit nounours. Okay. Je pense que t'en as 3-4 dedans. Fait que je vais te donner la boîte. Oui, puis, tu vas pouvoir, se goûter à ça. Puis, tu sais, dans le fond, tu prends ton lait de ton choix, tu le fais chauffer. Ouais. Après ça, tu fais juste mettre la bombe dedans, tu brasses, puis ça fait ton chocolat chaud. Ah, ben parfait. Je t'en redonnerai des nouvelles. Ben oui.
Puis c'est ça, mais merci vraiment d'être venu puis d'avoir participé au podcast. Puis je vais pouvoir mettre, là, tu pourras m'envoyer les informations pour que je mette tout ça dans l'image de... C'est ça. Ouais. Dans la description.